Vide ton esprit, sois comme l'eau. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut s'écraser. À 128 livres, un immigrant maigre descendit du bateau en Amérique 1959 avec rien d'autre qu'une idée hérétique. Et si tout ce que les arts martiaux enseignaient sur la force était faux? Les expériences d'entraînement physique de Bruce Lee le transformeraient d'un adolescent frêle en un combattant surhumain à travers un pari dangereux sur haltères, isométrique et pliométrique que les puristes des arts martiaux appelaient blasphème. Voici comment l'approche systématique de Bruce Lee à l'entraînement physique fit de lui un artiste martial légendaire, mais à un coût qui réclamerait sa vie à seulement 32 ans. L'immigrant maigre se rebelle. Un adolescent de 128 livres se tenait à San Francisco, 1959, regardant les combattants américains s'entraîner avec des haltères et pensant l'impensable. Bruce Lee avait étudié Wing Chun depuis l'âge de 13 ans sous le légendaire Yip Man, maîtrisant des formes et techniques qui prenaient des décennies aux autres à apprendre. Mais la tradition murmurait que les poids le ralentiraient, le rendraient muscle-bound et maladroit. Chaque maître d'arts martiaux à Hong Kong disait la même chose, les vrais combattants n'ont pas besoin d'haltères. Lee fit l'opposé. Pendant qu'il enseignait des cours d'arts martiaux à Seattle et Auckland, il rencontra les bodybuilders Alan Joe et James Lee, qui l'introduisirent au fer, à la surcharge progressive et à l'idée que la force fonctionnelle pouvait exploser de l'entraînement de résistance systématique. Lee commença à tenir des journaux d'entraînement, des carnets méticuleux remplis d'exercices, poids, répétitions et périodes de repos. Il ne s'entraînait pas juste, il menait des expériences avec lui-même comme seul sujet test. La communauté des arts martiaux pensait qu'il avait perdu la tête. Lee suivait comment la vélocité de son coup d'un pouce changeait tandis que son développé couché grimpait de 125 livres à 140, puis 160. Chaque entrée dans son carnet posait la même question. Est-ce que cela fait de moi un meilleur artiste martial? En 1960, Lee avait conçu sa première routine haltère. Clean, press, squat, développé couché, rows. Rien de fancy, rien de traditionnel, juste des mouvements composés qui recrutaient plusieurs groupes musculaires simultanément, construisant une tension corporelle unifiée qui définirait plus tard son style de combat. Ses amis le regardaient squatter 95 livres pour 12 reps, se demandant si cette hérésie détruirait sa carrière martiale ou la révolutionnerait. Mais en un an, quelque chose de remarquable arriva. Les coups de pied de Lee gagnèrent en hauteur, ses coups de poing gagnèrent en vélocité. Les haltères ne l'avaient pas ralenti, ils l'avaient transformé en quelque chose d'inédit. Son corps, autrefois maigre comme un rail, portait maintenant du muscle fonctionnel qui se traduisait directement en puissance de combat. Mais ce n'était que le début. Les journaux montraient du progrès, mais ils montraient aussi des lacunes. Les haltères construisaient de la force, mais qu'en était-il de la force des tendons? Qu'en était-il de la puissance explosive? Qu'en était-il de la capacité à générer un effort maximal instantanément? Les prochaines expériences le mèneraient encore plus loin de la tradition et plus près du bord. Hérésie haltère déchaînée. En 1965, Bruce Lee s'était engagé pleinement dans ses expériences haltères. Son corps portait maintenant 135 livres de muscles maigres et fonctionnels. Mais Lee n'était pas intéressé par l'esthétique bodybuilding. Il voulait de la puissance qui se traduise directement en efficacité au combat. Il raffina sa routine à 6 mouvements essentiels, effectués 3 fois par semaine pendant exactement 20 minutes. Pas de mouvements gaspillés, pure efficacité. Les squats devinrent son obsession. Lee effectuait 2 séries de 12 répétitions, sans jamais s'arrêter en bas, juste mouvement continu, se relevant immédiatement de la position la plus basse. Cela entraînait ses jambes à générer de la force explosive depuis des positions désavantagées. Exactement comme jaillir d'une garde basse de combat. Son poids en squat grimpa de 95 livres à 200, puis 300, atteignant finalement plus de 400 livres. Un homme de 135 livres squattant 400 livres. Le clean and press devint le soulevé signature de Lee. Ce mouvement combinait puissance explosive de tirage avec force de presse overhead. Attrapant une barre du sol, la tirant jusqu'aux épaules en un mouvement fluide, puis la poussant overhead. Lee effectuait cela sans repos entre les répétitions. Au moment où la barre touchait le sol, il explosait à nouveau vers le haut, transformant un exercice de force en torture cardio. Ces notes décrivent les poumons brûlants, le cœur battant à 160 battements par minute, les muscles inondés d'acide lactique, pourtant continuant à presser overhead.
Lee ne soulevait pas juste, il incorporait des breathing squats, squats à haute répétition avec poids challenging, destinés à pousser son système cardiovasculaire au bord de la privation d'oxygène. Lee chargeait 135 à 185 livres et squattait pour 20 répétitions continues, respirant profondément entre chaque rep, son visage devenant violet sous l'effort. Ce n'était pas juste entraînement de jambes, c'était une surcharge métabolique systématique. Le développé couché devint une autre expérience. Lee découvrit que le style bodybuilding traditionnel de presse ne se transférait pas bien à la puissance de coups de poing. Alors, il modifia la technique en utilisant 70% de son poids maximal, mais n'explosant la barre vers le haut aussi violemment que possible. Speed bench. La barre volait si vite qu'elle quittait presque ses mains au sommet. Sa force pectorale grimpa de 125 livres à 340 livres. Mais plus important, sa vélocité de coup augmenta proportionnellement. Lee expérimenta l'entraînement en pyramide sur les soulevés de terre. Il commençait à 135 livres et effectuait une série, puis ajoutait immédiatement du poids, 185, 225, 275, avec repos minimal. À la série finale, sa prise lâchait, son bas du dos tremblait. Il avait à peine pu se tenir debout après avoir complété le soulevé. Ses partenaires d'entraînement se souvenaient lui s'effondrant sur le sol de la salle après, complètement épuisé. L'hérésie haltère fonctionnait. Le coup d'un pouce de Lee délivré à seulement 1 pouce de distance pouvait projeter un homme 6 pieds en arrière et était mesuré à 120 mph. Ses pompes à 2 doigts devenirent légendaires. Mais les journaux de Lee posaient de nouvelles questions. Pouvait-il construire encore plus de puissance explosive? Pouvait-il renforcer ses tendons au-delà de ce que les haltères pouvaient fournir? La réponse viendrait d'une méthode d'entraînement encore plus controversée, forge de torture isométrique. Que se passe-t-il quand tu pousses contre un objet immobile avec toutes les forces que tu possèdes pendant 12 secondes d'affilée? Bruce Lee voulait le découvrir. Au milieu des années 1960, Lee avait découvert l'entraînement isométrique, exercice où les muscles se contractent maximalement sans aucun mouvement. Il lut sur les haltérophiles olympiques utilisant les isométriques pour briser les plateaux de force, et Bruce Lee devint fasciné. L'entraînement traditionnel avec poids impliquait de déplacer la résistance à travers une amplitude de mouvement, mais les isométriques lui permettaient de générer 100% d'effort maximum à des angles articulaires spécifiques. Pour un artiste martial, c'était transformateur. Le combat arrive rarement en position de levier optimale. Tu as besoin de force à chaque angle imaginable. Lee conçut une routine isométrique brutale de 8 exercices effectués 2 à 3 fois par semaine. Il plaçait une barre dans un power rack à une position fixe, immobile, et poussait ou tirait contre elle avec effort maximum absolu pendant 6 à 12 secondes. Chaque fibre musculaire se contractant simultanément, chaque voie nerveuse s'activant à capacité maximale. Pas de mouvement, juste pure force de broyage. Le press lockout devint son isométrique signature. Allongé sur un banc, il positionnait la barre 3 pouces en dessous du lockout complet et pressait vers le haut avec tout ce qu'il avait. Mâchoire serrée, veines saillantes, corps entier rigide de tension, pressant contre cette barre immobile pendant 10 secondes. Cet unique exercice fit de lui un artiste martial légendaire en enseignant à son système nerveux de recruter chaque fibre musculaire disponible sur demande. Lee incorpora squats isométriques en position parallèle, position de soulevé de terre, position de rowing et élévation d'épaule. Chaque exercice ciblait un angle spécifique où le combat pourrait requérir de la force explosive. La tenue squat parallèle renforçait exactement la position depuis laquelle il lançait ses coups de pied dévastateurs. La tenue soulevé de terre à hauteur de genou construisait une force de prise capable d'écraser. Des témoins affirmaient que Lee pouvait casser des noix entre ses doigts, et ses dispositifs d'entraînement de prise faits sur mesure se pliaient littéralement sous la pression qu'il appliquait. La pompe à un doigt devint la carte de visite de Lee, démontrant une force de tendon insensée. Il équilibrerait tout son poids corporel sur un seul doigt et enchaînerait les répétitions. C'était le résultat d'un entraînement isométrique systématique des doigts, pressant contre bandes de résistance et barres avec des doigts individuels jusqu'à ce que les tendons deviennent comme des câbles d'acier. Mais les isométriques avaient un côté sombre. Les contractions maximales constantes plaçaient un stress énorme sur les tissus conjonctifs. Ces notes mentionnaient douleur au coude, mal au poignet et risque constant de claquage tendineux. Les isométriques construisaient de la force plus vite que les tendons ne pouvaient s'adapter.
Un mauvais mouvement pendant une contraction isométrique maximale et les tendons pouvaient rompre. Pourtant, Lee poussait plus fort. Il incorpora High Tension Training, tentant de plier des barres d'acier, rouler des poids, tous des exploits de force statique. Ses avant-bras devinrent épais et cordés. Sa prise devint légendaire. Chuck Norris se souvient de Lee serrant son avant-bras pendant une conversation et étant choqué par la pression écrasante. La combinaison d'entraînement haltère et isométrique avait transformé l'entraînement physique de Lee en quelque chose d'inédit. Il avait construit un corps capable de générer de la force explosive depuis n'importe quelle position, à n'importe quel angle, avec efficacité maximale. Mais il n'était toujours pas satisfait. Ses journaux posaient de nouvelles questions. Comment augmenter sa vitesse de mouvement? Comment entraîner son corps à exploser plus vite que les adversaires ne pouvaient réagir? Les explosions pliométriques. La vitesse n'est pas construite, elle est détenée. Bruce Lee comprenait que la force maximale seule ne ferait pas de lui un artiste martial légendaire. Il avait besoin de puissance explosive, la capacité d'accélérer sa masse corporelle instantanément, pour délivrer des frappes dévastatrices avant que les adversaires ne puissent même enregistrer le mouvement. En 1967, Lee avait découvert les pliométriques, exercices qui entraînaient la capacité du système nerveux à générer de la force rapide via mécanisme de réflexe d'étirement. Le Dragon Flag devint son exercice abdominal signature. Allongé sur un banc, agrippant les bords près de sa tête, Lee relevait tout son corps jusqu'à ce que seules ses omoplates touchent le banc, créant une ligne parfaitement droite des épaules aux orteils. Puis il laissait tomber son corps rapidement et inversait la direction explosivement. 50 répétitions d'affilée. Cela entraînait son corps à absorber et rediriger la force instantanément. Le mécanisme exact derrière ces changements de direction fulgurants pendant le sparring. Lee modifia des exercices traditionnels en variations explosives. Le Speed Bench Press devint son laboratoire pour le développement de puissance haut du corps. Utilisant 70% de son poids maximum, environ 240 livres, Lee explosait la barre vers le haut si violemment qu'elle montait plusieurs pouces au-dessus de ses mains au sommet. Puis il la rattrapait, absorbait l'impact et inversait immédiatement la direction pour une autre rep explosive. Cela entraînait sa poitrine et ses bras à générer une accélération maximale, se traduisant directement en vélocité de coups de poing. Les journaux de Lee décrivent plyo pull-ups, chin-ups explosifs effectués si violemment que ses mains quittaient brièvement la barre au sommet. Il agrippait la barre, tirait explosivement vers le haut, relâchait, claquait des mains dans l'air, regrippait et redescendait immédiatement dans une autre rep. C'était surcharge du système nerveux, enseignant à son corps de recruter le maximum de fibres musculaires en minimum de temps. Le sac à lourd devint un autre outil pliométrique. Lee effectuait 1000 coups de pied par session. Side kicks, roundhouse kicks, hook kicks, chacun délivré avec vitesse et puissance maximale. Ses partenaires se souviennent de sacs de 300 livres se fendant sous les impacts répétés. L'élément pliométrique venait de la technique de Lee. Il chambrait chaque coup de pied, puis explosait à travers la tibre, laissant sa jambe reculer rapidement et rechambrer sans pause. Chambre, explose, recule, chambre. Détonation rythmique continue qui entraînait ses jambes à générer de la force plus vite que la pensée consciente. Voici ce qui rendait l'approche pliométrique de Bruce Lee vraiment dangereuse. Il combinait tout simultanément. Son infamous Crucible Workout mélangeait pliométrique avec exercice de force avec cardio en circuit non-stop de 30 minutes. Pull-ups jusqu'à l'échec musculaire, explosant hors de la barre dans clapping push-up, roulant immédiatement dans V-up, allongé plat, puis relevant simultanément torse et jambes pour toucher main aux orteils, créant une forme de V, puis explosant en bas. 30 minutes de ce chaos métabolique effectué dans des saunas pour augmenter le stress cardiovasculaire. Les journaux de Lee décrivaient perdre 15 livres de poids d'eau par session. Il entrait dans le sauna à 140 pounds et ressortait à 125, complètement déshydraté, muscles crampés, rythme cardiaque dans le toit. C'était surcharge systématique du système nerveux conçu pour enseigner à son corps à éliminer l'acide lactique tout en maintenant la production de puissance explosive. Exactement ce que le combat demande. Voici ce qui fit de lui un artiste martial légendaire via l'entraînement circuit. Lee effectuait ses circuits dans une chaleur extrême.
Il transformait son home gym en sauna ou portait des combinaisons plastiques qui piégeaient la chaleur corporelle, induisant délibérément déshydratation et stress thermique. La logique était brutale mais efficace. S'il pouvait maintenir la production de puissance tout en étant sévèrement déshydraté et surchauffé, les conditions normales de combat sembleraient faciles en comparaison. Ses partenaires décrivaient des sessions où Lee ressortait du circuit trempé de sueur, ayant perdu ses 15 livres de poids d'eau, peau pâle par rédirection sanguine, à peine capable de se tenir debout. Pourtant, il passait immédiatement à des routines d'étirement ou travail martial technique. Lee incorpora des mouvements composés dans les circuits choisis spécifiquement pour transfert martial. L'exercice Good Morning construisait force de chaîne postérieure nécessaire pour coups de pied puissants. Barbell Pullovers élargissait sa cage thoracique et lui enseignait à respirer déserment sous charge. Behind the Neck Presses construisait force d'épaule dans la position exacte où il aurait besoin de générer puissance pour backfist et hammer strikes. Le Crucible Workout devint le test ultime de Lee. 30 minutes non-stop, shadowboxing avec poids léger, transitionnant dans pull-ups, descendant dans push-up, roulant dans leg raisers, explosant dans burpees, passant dans squat, coulant dans dumbbell rows, pressant overhead, curlant, étendant, sans jamais s'arrêter. Le rythme cardiaque de repos de Lee tomba à 32 battements par minute, plus bas que la plupart des athlètes d'endurance élite. Son VO2 max atteignit des niveaux comparables aux coureurs de marathon olympiques. Pourtant, il pesait 135 à 140 pounds et était bâti comme un sprinter. L'entraînement circuit avait transformé son système cardiovasculaire en quelque chose d'inédit. L'efficacité d'un athlète d'endurance combinée à la puissance explosive d'un sprinter. Mais cet extrémisme métabolique venait avec des avertissements que son corps envoyait. Les journaux de Lee de 1971 à 1972 mentionnaient fatigue chronique, difficulté à récupérer entre sessions et courbatures persistantes qui ne se résolvaient pas. Pourtant, il poussait plus. Il incorpora la philosophie circuit dans son entraînement martial, créant des sessions de sparring non-stop qui mélangeaient technique, vitesse et intensité sans repos. Round de 3 minutes contre adversaires frais qui tournaient chaque round. Lee combattait 30 à 45 minutes d'affilée pendant que ses adversaires taguaient dedans et dehors, chacun frais, tandis que Lee ne s'arrêtait pas. Chuck Norris le décrivait comme une machine. Peu importe à quel point Lee semblait fatigué, il ne ralentissait pas. L'entraînement circuit avait construit un moteur qui refusait simplement de s'arrêter. Mais le corps de Lee était poussé vers un précipice. Risque du gantelet de course. Lee avait aussi attrapé la folie du jogging qui balayait l'Amérique et demanda immédiatement « Comment puis-je rendre cela pertinent aux arts martiaux ?» Le jogging steady state construisait endurance, mais le combat n'est pas steady state. Cette explosion suivie de brèves récupérations, suivie de plus d'explosions, à intervalles imprévisibles. Alors Lee modifia la course traditionnelle en quelque chose de bien plus challenging. Entraînement fartlek. Fartlek, suédois pour speed play, impliquait courir 2 à 4 miles, mais variant le rythme imprévisiblement tout au long. Lee joggerait à allure conversationnelle 2 minutes, puis exploserait soudain en sprint total 30 secondes, puis retomberait en jogging, puis sprint sur une colline, puis ralentirait à la marche, puis sprint encore. Pas de pattern, pas d'intervalle prévisible, juste variation constante qui gardait son système cardiovasculaire en train de deviner. Cela mimait directement le combat. Tu bouges à intensité moyenne, lis ton adversaire, puis soudain tu vois une ouverture et explose avec puissance maximale, puis récupère en tournant, puis explose encore. Les fartleks de Lee entraînaient son corps à générer effort maximum depuis un état non reposé. La condition exacte où la plupart des combattants s'essoufflent. Lee ne courait pas juste, il faisait de la course un workout corps entier, utilisant heavy hands, portant haltères légers ou chevillères pendant les courses. Imagine courir 4 miles à vitesse variable tout en tenant haltères de 5 livres, lançant périodiquement des coups de poing tout en maintenant l'allure de course. Cela entraînait son corps à maintenir output cardiovasculaire tout en générant puissance haut du corps exactement comme combattre.
Lee incorpora surcharge progressive dans la course comme dans l'haltérophilie. Son journal montre augmentation systématique. 2 miles à 8 minutes par mile, 2 miles à 7,30, 3 miles à 8 minutes par mile, 3 miles avec sprint, 4 miles avec heavy hands. Ses parcours de course devinrent légendaires. Lee courait les collines de Hong Kong pendant les tournages, sprintant sur des pentes qui laissaient ses partenaires haletants, puis transitionnant immédiatement en travail technique au sommet. La combinaison d'altitude, chaleur et exercice créait conditions hypoxiques qui entraînaient son corps à fonctionner efficacement avec oxygène limité. Mais il y avait un côté sombre à l'obsession d'entraînement physique de Bruce Lee. La course était excessive. Les journaux de 1972 à 1973 montrent Lee courant 6 jours par semaine, souvent 2 fois par jour, en plus de l'entraînement poids, circuit, arts martiaux et répétitions chorégraphie film. Le volume cumulatif détruisait sa capacité de récupération. Le bas du dos de Lee commençait à montrer signes de stress. L'impact constant de la course, combiné au chargement spinal des squats et deadlifts, créait inflammation chronique. Ces notes mentionnaient douleurs au dos croissantes, raideur au réveil et difficulté à maintenir certaines positions. Pourtant, il continuait à courir. Son rythme cardiaque au repos tomba à 32 battements par minute. Impressionnant, mais aussi un signe d'avertissement. La course accéléra aussi son extrême maigreur déjà existante. Le pourcentage de graisse corporelle de Lee oscillait autour de 4 à 6% pendant ses années piques, tombant près de 1% en 1973. À ce niveau, le corps commence à consommer tissu musculaire pour énergie parce qu'il n'y a plus de graisse à brûler. Chaque course mangeait dans sa masse musculaire durement gagnée. Il paraissait incroyablement défini, mais il se consumait aussi. Les médecins de Lee exprimèrent inquiétude sur syndrome de surentraînement, fatigue chronique, déséquilibre hormonal, suppression immunitaire et risque accru de blessures. Les signes d'avertissement étaient là. Courbatures persistantes, difficulté à dormir malgré épuisement, irritabilité et performance déclinante. Mais Lee interprétait ces symptômes comme signe qu'il devait s'entraîner plus dur, pas se reposer plus. Étirement jusqu'au point de rupture. Et un domaine où l'entraînement devait être constant était la flexibilité. La flexibilité n'est pas juste toucher tes orteils, c'est générer puissance à travers amplitude de mouvement impossible. Bruce Lee comprenait cela mieux que n'importe quel athlète de son époque. En 1971, Lee avait développé une routine d'étirement si extrême qu'elle bordait l'auto-torture. Pourtant, elle créait la mobilité qui fit de lui un artiste martial légendaire. Ces fameux high kicks, touchant adversaire à la tête depuis distance debout, requéraient flexibilité que la plupart des athlètes n'atteignent jamais. Mais Lee n'était pas satisfait de flexibilité passive. Il voulait flexibilité active, la capacité à générer puissance maximale à amplitude complète. Lee construisit un dispositif d'étirement custom appelé le rack, qui forçait ses jambes en position split au-delà de sa flexibilité naturelle, puis les tenait là 30 à 45 minutes, une demi-heure d'étirement soutenu. Ses adducteurs et fléchisseurs de hanches hurlant en protestation pendant qu'il lisait des livres ou regardait la télévision comme si rien ne se passait. Cette surcharge systématique de ses tissus conjonctifs créa une flexibilité qui paraissait surhumaine. Lee effectuait étirements lestés, tenant haltères en position étirée pour augmenter charge sur articulation et tendons. Imagine tenir un full side split tout en agrippant haltères de 10 livres et effectuant shoulder music presses. La combinaison de position flexibilité maximale plus mouvement chargé créait force multiplanaire que l'entraînement traditionnel ne pouvait toucher. Lee découvrit aussi le yoga avant qu'il devienne mainstream en Amérique, incorporant poses et flows qui construisaient flexibilité fonctionnelle, pas yoga doux restaurateur. Lee pratiquait yoga dynamique, passant rapidement entre poses, salutations au soleil effectuées explosivement, pose du guerrier tenue avec poids ajouté, downward dog transitionnant en push-ups explosifs. Sa philosophie d'étirement centrée sur un principe. Si tu peux générer puissance à amplitude complète, tu es intouchable.
Lee pouvait lancer un coup de pied haut de tête depuis debout sans aucun télégraphage, parce que sa flexibilité de hanche permettait à sa jambe de passer de position chamber à extension complète instantanément. Les artistes martiaux traditionnels devaient déplacer leur poids, prendre élan, puis kicker. Lee explosait juste depuis debout. Ses étudiants décrivaient sessions d'étirement qui ressemblaient à torture médiévale. Full splits avec partenaire pressant sur ses épaules, ajoutant profondeur supplémentaire à un étirement déjà maximal. Front splits transitionnant en middle splits, transitionnant en over splits, où ses jambes s'étendaient au-delà de 180 degrés. Straddle stretches, où il se penchait en avant jusqu'à ce que sa poitrine touche le sol entre ses jambes. La composante flexibilité active était encore plus intense. Lee chambrait un coup de pied à hauteur maximale, puis effectuait un squat amplitude complète sur la jambe de soutien tout en maintenant le kick. Essentiellement faire squat une jambe tout en maintenant position split en l'air. Cela entraînait son corps à maintenir output de puissance en position mécaniquement désavantageuse. Mais la flexibilité extrême venait avec dommages accumulés. Les journaux de Lee mentionnaient douleurs au dos croissantes, particulièrement région lombaire basse. La combinaison de squat lourd, deadlift et étirement extrême créait instabilité dans sa colonne, créant une légende pourtant causant sa chute. Le corps de Bruce Lee était devenu quelque chose d'inédit. À 5'7 et 135 livres, Lee pouvait kicker un adversaire de 6 pieds à la tête sans aucun mouvement de télégraphage. Il pouvait effectuer full splits dans n'importe quelle direction. Il pouvait kicker si haut que son pied montait littéralement au-dessus de sa propre hauteur de tête. La flexibilité l'avait fait artiste martial légendaire en enlevant l'imitation physique qui contraignait combattants normaux. Pourtant, en 1973, les signes d'avertissement étaient partout. La graisse corporelle de Lee était tombée près de 1%, si basse que fonctions physiologiques essentielles étaient compromises. Son rythme cardiaque au repos était 32 battements par minute. Il souffrait douleurs chroniques au dos. Il expérimentait maux de tête fréquents. Son système immunitaire était supprimé par stress d'entraînement constant. L'effet cumulatif d'entraînement à haltères, isométriques, pliométriques, circuits, courses et étirements, tous effectués à intensité maximale tout le temps, le consumaient. Puis soudain, le 20 juillet 1973, Bruce Lee mourut d'œdème cérébral à 32 ans. La cause officielle reste débattue, mais la réalité sous-jacente est claire. Son corps avait été poussé au-delà des limites soutenables. L'entraînement physique qui fit de lui un artiste martial légendaire avait aussi détruit le véhicule même qui abritait son génie. Quelle méthode d'entraînement penses-tu l'avoir poussé au bord? Les squats 400 livres, la torture isométrique ou les circuits non-stop? Laisse ta théorie en commentaire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.